Les premières vagues d'islamisation, c'était les Toucouleurs, les Kans, qui ont contribué à l'islamisation de la communauté Lébou. Et comme on voulait retenir ce qu'on n'a jamais dit, on a dit Lébou da nga ñëw ci ñoom ñu may la jabar jox la tool jox la kër, mais à la condition nga nekk musulman. Parce qu'il faut vous rappeler que les Cap-Verdiens ont été les premiers auxiliaires de la colonisation française parce que c'était des ouvriers. Il n'y avait pas d'ouvriers au Sénégal, il n'y avait pas d'ouvriers Lébou. Les Portugais, les Cap-Verdiens sont les Touaregs qui les ont amenés ici pour construire les bâtiments et peindre. Deuxième vague d'auxiliaires des Français, c'est les Libanais, pour faire le commerce et les auxiliaires des Français. Donc, quand les gens ils ont beaucoup participé à l'islamisation, donc on les a retenus. Il y a eu ce qu'on appelle des mariages exogamiques entre des Lébous et des personnes extérieures à la communauté à la condition d'être des musulmans. C'est pour cette raison que moi j'ai eu une anecdote extraordinaire que j'utilise toujours dans les réunions. Un jour ici à Ngaraf. Ngaraf c'est juste là où il y a Sala Kassé. Il y avait une réunion et il y avait le grand Moussa Bari. Moussa Bari c'était un vieux, il était dans la salle. Alors au moment de commencer la réunion, il y a un jeune Diagne qui a pris la parole en disant non, il faut qu'il y a un étranger parmi nous, il faut qu'il sorte. Alors Moussa Bari s'est levé en disant Max Yaye, ñoy gënandoo parce que ñoo bokk yaay. Donc voilà moi ce que j'appelle une grâce divine. Pourquoi justement c'est ça? Pourquoi justement les Lébou de la ville de temps comme vous le dites ont accepté cette exogamie? Parce qu'ils voulaient... Je vous explique, il y a plusieurs phénomènes. C'est qu'il y a plusieurs phénomènes qui sont juste passés. Par exemple, quand vous prenez ma famille, mes ancêtres étaient du Guet. Le premier de nos familles à venir, c'était le Barguet Témour Diop. Guet, c'est un titre. Vous avez des batailles jusque chez nous au Saloum. Bien sûr, en tout cas, dans le Caillou. Mais donc, comme il y a eu des batailles de succession, mais il y a une vague qui est venue à Dakar et qui s'est installée. Et comme entre immigrants, comme aux États-Unis, on se fait de la place, les uns et les autres, on fait de la place aux autres. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas aller chercher loin. Et voilà donc un peu ce que moi j'ai appelé le syncrétisme culturel, religieux, linguistique. Vous revenez sur les peintures, sur Koussoum, la signification de ces termes. Alors ouais. Alors donc là on laisse tomber toute la politique. Ici on est dans la zone. Avant d'arriver là, avant de revenir sur l'histoire, on va aller un peu d'actualité. Oui. Oui, allez-y. On conclura avec l'histoire. D'accord. Donc, après, on me vibreur. Vas-y. Je disais tout à l'heure, on parlait de politique, de la gestion de la cité. On a vu que, en fait, il y a le président qui va en France. Oui. Visite d'État. Depuis très longtemps, le Sénégal n'a pas eu le plus légèrement. Et également, il a lancé hier le plus gros chantier que le Sénégal indépendant ait connu, le TR. Il y a également le PIDC qui fait son petit bonhomme de chemin. Donc voilà là d'importants travaux que j'aimerais que vous analysiez un peu, pour me donner un peu le sentiment par rapport à ces pas. Est-ce que comme disait Senghor en l'an 2000, Dakar devient complètement... Alors, mais vous savez, vous êtes des intellectuels. L'histoire nous enseigne beaucoup de choses. C'est le plan Marshall qui a relancé l'Europe. Les grands travaux. Alors, rapporter à ce que le président de la République fait, c'est à saluer, à soutenir et à encourager. D'abord, ces grands chantiers contribuent, prenons le cas du TER. Ça résout le problème de la mobilité urbaine avec une projection au-delà de l'AIDB. Nous savons qu'aujourd'hui, la presqu'île est complètement fermée. Deux seuls moyens de décongestionner, c'est la voie maritime ou le rail. Donc moi je pense que d'abord extrêmement audacieux et courageux de tenter une telle expérience au moment où de plus en plus on parlait du rail classique. Moi je pense que ça, ouais, il faut, pourquoi? Parce que nous avons connu beaucoup de retard dans beaucoup d'infrastructures parce que nous avions un horizon fermé. Or, le TER, c'est la ligne de transport du futur. Je salue ça. Le PUDC, je vous le disais tout à l'heure, l'État est un redistributeur de revenus. Tous les présidents
ont eu des problèmes dans la réalisation de leur programme politique et économique du fait des lourdeurs que vous soulignez dans l'administration. Les procédures de passation, etc. Tout le monde... Exactement. Donc aujourd'hui, moi je pense que le PUDC est un moyen de contourner ces difficultés et d'aller de manière ciblée toucher dans chaque région les priorités qui y sont relevées. Moi je pense que ce sont de nouveaux instruments de gestion et d'opérationnalité politique qu'il faut encourager. L'autre aspect important, c'est la formation des jeunes qu'il faut projeter dans le futur. Nous sommes dans une ère d'évolution, avec le numérique, l'évolution des mines. On a parlé du pétrole, mais le zircon est plus précieux que le pétrole. Le zircon est plus précieux que le pétrole parce que c'est un produit stratégique qui doit renforcer et conforter le leadership du président Macky Sall. Moins par ses revenus que par la capacité de négociation et de représentation que le zircon nous donne. Vous savez qu'aujourd'hui, aucune unité nucléaire ne peut marcher sans le zircon. Aucune. Aujourd'hui, dans les pays européens, où l'énergie domestique est en partie nucléaire, c'est le Sénégal qui approvisionne une partie de l'Europe Nord. Les gens ne le savent pas. Le zircon doit être pour le Sénégal ce que le pétrole a été pour l'Arabie Saoudite, au moment où on crée l'OPEP. L'opposition ne sait pas ça? Mais mais c'est parce que les gens choisissent. Vous permettez, c'est que les gens choisissent en politique et en opposition l'angle où la plus grande masse est sensible à la démarche. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a créé l'OPEP? Vous l'avez suivi, les mouvements sur le pétrole. Les gens ils ont une capacité de négociation. Ce que j'ai appelé le rapport des produits miniers dans la diplomatie internationale. Vous allez voir que sous peu, les gens ils vont beaucoup plus prêter l'oreille au président Macky Sall qu'à ses prédécesseurs. Ce n'est pas parce qu'il réussit au plan diplomatique, c'est que les grandes puissances savent que le Sénégal est aujourd'hui un pays stratégique. Il faut que vous le sachiez. Toute l'attention qu'on porte au président Macky Sall, le prix du dialogue à Genève, l'invitation au FMI, il faut que vous sachiez que les gens savent que le Sénégal est un pays d'avenir du point de vue stratégique. Et le président le comprend. Et c'est pour ces raisons que dans ces négociations, il a des positions fortes. Et ça, peut-être que vous avez l'occasion d'échanger avec moi pour le savoir. Mais le zircon aujourd'hui est plus précieux que le diamant. Il est plus précieux que le pétrole. Donc vous êtes surpris que les oppositions, un peu les gens, ne s'intéressent pas plus au zircon qu'au pétrole? Mais je ne suis pas surpris, c'est normal. Mais quand vous parlez au Sénégal des zircons, qu'est-ce que c'est le zircon pour le Sénégal? Mais quand vous dites qu'il y a du diamant, tout le monde se réveille. Quand vous dites qu'il y a du zircon, il y a de la bauxite, ça ne regarde personne. C'est vrai, c'est une question de connaissance. Je vous donne une anecdote. Hier, j'ai reçu une fête de mission pour la France. J'ai jeté $1000. Qui balaye def ko gis na rek moom pour lu xonk lu quoi. Donc xamul ne. Mais voilà. Bu doon 10 000 francs peut-être. Non, mais Salif, attendez. Parce que là, mais quand on fait de la politique, pourquoi les gens semblent être agacés par l'opposition? Parce qu'ils ne savent pas qu'il est normal que l'opposition, mais cherche là où ça fait le plus mal. C'est de bonne guerre. C'est exact, c'est la formule classique. Mais aujourd'hui, je le dis et je le répète, vous m'en donnez l'occasion. Le Sénégal, par la grâce de Dieu, est en train de se positionner au plan international grâce à ce sous-minière-là. Moins pour l'aspect économique que pour l'aspect stratégique. Vous savez que, par exemple, la centrale de Tchernobyl, pour l'isoler, mais si vous n'avez pas de zircon, qui peut rester jusqu'à 10 000 degrés de température, vous ne pourrez jamais fermer ça. Les zones titanifères du Sénégal, mais sont des ressources extraordinaires. J'espère que le président ne m'en voudra pas de vous faire ces révélations. C'est la vérité. Non, ça ne pas de l'information. On va parler de quelque chose, le président de la République qui va en France. Mais il y a la ressource en eau aussi qui est extrêmement importante. Oui, Allez-y, oui. Tu as parlé de oui, on va parler. Mais moi, je pense qu'il faut. Vous savez. En fait, je veux relier ça à une autre question. Je pense que le président Ouad, son prédécesseur, avait ouvert le Sénégal au BRICS. BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa. Le président de la République, l'actuel président de la République, va dans les amis traditionnels du Sénégal. Je veux parler de la vieille Europe, comme on le dit assez souvent. Est-ce que vous, quelle est votre position? Mais vous savez, il faut en politique savoir que les gens travaillent avec la conjoncture.
les pays qui étaient le support, qui constituaient le fondement, des pays, ce qu'on appelle les pays du Brésil, Inde, etc. Mais toutes ces économies sont en train de partir en l'air. Vous n'avez pas constaté. Vous n'allez pas laisser sur le parfum d'il y a 10 ans. Les pays du BRIC sont en train de partir dans tous les sens. Aujourd'hui, la France, au sein de l'Union européenne, est la deuxième nation après l'Allemagne. Mais si nous avons des opportunités d'affaires, parce que moi, je vous dis, moi, je suis aujourd'hui arrivé à l'âge canonique. C'est vrai, je n'en porte pas, mais je suis arrivé à l'âge canonique. Il faut que les gens arrêtent de parler de dépendance économique. Quel pays du monde n'est pas lié à un autre pour une raison ou pour une autre? Mais l'opposition joue sur ça. Donc, si la France, parce que cette visite d'État, moi je crois qu'on doit en tirer fierté. C'est ma conviction. Parce que c'est une reconnaissance très forte de la place du Sénégal dans le monde. Et c'est encore une fois, ce n'est pas innocent. Il faut qu'on le sache, que les hommes politiques le sachent. Mais que le président Macky Sall soit reçu en visite d'État en France. Mais je crois que même les gens... Vous voyez, est-ce que l'opposition critique ça d'ailleurs? Je ne crois pas. Non. Je crois que je n'ai pas vu un responsable de l'opposition attaquer ça. Je vois des articles comme ça dans la presse, mais je n'ai pas encore entendu, parce qu'ils savent ce que ça veut dire. C'est qu'autant l'État en profite, autant les hommes politiques sénégalais en profitent. Parce que ces grands États ont un protocole sur lequel ils ne badinent pas. Ne méritent visite d'État que ceux qui en ont le profil. Donc moi, je suis tout à fait... Oui. On peut se bomber le torse par rapport à ça. C'est trop fort. C'est trop fort parce que, bon, en fait, le Sénégal est un État petit par la taille, comme disait Senghor, mais grand par les personnalités qui le dirigent. Quand vous rencontrez les personnalités sénégalaises dans les conférences internationales, nous sommes très respectés. Moi, j'ai partagé des tables de conférences internationales avec Lionel Jospin, avec Fabius. Quand je rencontrais pour la première fois François Hollande à Saint-Dié-des-Vosges, je dirigeais la délégation du Parti Socialiste au congrès du Parti Socialiste sénégalais là-bas. Elisabeth Guigou était ministre de la Justice à l'époque. Mais on les fréquente, on est très à l'aise avec eux. Donc ce n'est pas un complexe, on le mérite. Il suffit de voyager pour voir aussi le prestige de l'entreprise sénégalaise. Mais oui, vous êtes très respecté dans le monde, mais entre autres, d'ailleurs, c'est vous qui m'avez valu mon départ de la FIFA. Oui, vous savez, ils en ont fait un procès. Ah bon? Et ils ne vous l'ont pas dit. Oui, ils ont dit que... Oui, ils ont dit oui, mais... Parce que d'abord, j'étais le seul noir dans cette affaire, qui a beaucoup contribué à l'affaire de Platini et de Blatter. C'est resté. Ils ont dit oui, l'agence de presse sénégalaise a sorti un communiqué en disant qu'Abdoulaye Makhtar Diop, membre de la FIFA, va à Genève pour juger Blatter. C'est comme ça. J'ai reçu le communiqué. Oui. De voir Abdoulaye Makhtar Diop de la série de Dakar. On a reçu un communiqué, c'est lui-même qui l'a traité. Oui. Non, mais non, en fait, je ne le dis pas méchamment, parce que de toute façon, moi, je vais partir, parce que bon, je ne pouvais pas cumuler tout ça. Mais simplement, c'est dire simplement que vous êtes suivi dans le monde. C'est ça que je voulais dire. Ce jour-là, pour la petite histoire, c'est lui qui a... Moi, je n'étais pas là. J'étais sorti ce jour-là. Moi, si j'étais là, je n'allais pas attaquer le papier par ça. J'allais attaquer le papier autrement. Oui, parce qu'en ce moment, c'était l'affaire Platini, Blatter. Quand le lendemain, je lui ai dit ça. J'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, tu sais que nous sommes au centre du monde? Il faut lui demander, il va confirmer ça. J'ai demandé à Mbajak, est-ce que tu sais ce qui a sorti comme communiqué? Il m'a dit, non, c'est pas un problème. J'ai dit, non, c'est parce que tu n'as pas vu de bas. Aujourd'hui, les Français ne sont pas sûrs que Platini, pour eux, Platini n'a rien fait. Exact. N'a rien fait. Voilà. Or, ce papier-là confirme indirectement que Platini a touché et la France va le juger. Donc, j'ai dit, Mbajak, attention, est-ce que les gars m'ont demandé de communiquer? J'ai dit, non. Je pense que je vous ai dit personnellement. Les gens m'ont demandé ton numéro de téléphone, j'ai dit, je donne pas. Exact. Aller à son service de communication. Donc, tout le monde entier a appelé. Le monde entier. Ensuite, des journalistes du monde entier m'ont appelé. Ce jour-là, ils m'ont appelé. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout. Mais Reuters l'a repris. Mais non, en fait, pour dire simplement, pour dire que c'est important, la paix. Donc, je disais, pour revenir un peu sur la question de la visite d'État du chef de l'État, bon, la place de la diplomatie sénégalaise, elle est moins le fait de diplomates capables que des perspectives
de notre économie et de nos ressources minières. Ça, il faut en tenir compte. Parce que les matières premières ont une incidence très forte dans les relations diplomatiques et même dans la vie des institutions internationales. Qu'il s'agisse de la CNUSED, etc. Hein. L'Uruguay Round, qui a fini à Marrakech en 1994 pour donner l'OMC. C'était toute une bataille de grandes puissances. Donc il faut... Ah oui, là, vous en parlez. Vous vous rappelez, pour vous dire la dimension stratégique de l'eau, vous vous rappelez un peu au moment des tiraillements entre Senghor et Sékou Touré. Sékou Touré, à un moment donné, a menacé de couper le Fouta Djallon. Je ne sais pas, vous êtes jeune, vous ne le savez pas. Pour appeler le Sénégal. Hein. Bon, peut-être vous ne le savez pas, mais ça existe, oui. Excellence, comme vous parlez des ressources minières, comment le sport, en tant qu'ancien ministre des Sports, comment les ressources minières peuvent booster notre sport? C'est très simple. Vous savez, il s'agit simplement pour l'État du Sénégal. Comme on parle de la responsabilité sociétale des entreprises, sur laquelle vous ne pouvez pas agir, mais vous pouvez suggérer. Je vous donne un cas très simple. Prenez l'autoroute à péage. J'ai lu il y a 15 jours qu'il passait 65 000 voitures par jour. Qu'on dise à FH, prêtez-nous votre infrastructure, que chaque voiture qui passe mette 25 francs de plus. Multipliez 25 par 65 000, pendant un mois, vous avez de quoi financer toutes les équipes nationales. 6 mois après, vous le faites pour la santé. C'est des élans de solidarité. 65 000 francs multipliés par 25 francs par jour. Vous voyez ce que c'est? Prenez la Sonatel. La Sonatel, Expresso, Tigo. Mais quand moi, j'ai reçu sur mon téléphone un avis de félicitations de Tigo. Vous faites partie de nos 3 millions de clients. Alors, si chaque jour tu mets 10 francs par 3 millions, ça fait 30 millions. N'est-ce pas? Même si on ne le fait pas dans ce cas, ils le font en d'autres circonstances. Cette histoire de votre Dalal Jam là, combien tu payes pour lancer ça? 165. Combien? 165. 165. Alors, pour vous, c'est innocent. Multiplié par le nombre d'abonnés. Mais imaginez maintenant que le président dise aux gens de Tigo, d'Expresso, écoutez, je ne vous demande rien. Je demande de nous prendre sur chaque truc 2 francs pendant un mois. Vous financez tout ce que vous voulez. Quand vous allez en Angola, Petro Atlético, Ferrovario, c'est quoi? C'est l'équipe de chemin de fer. Ferrovario, c'est l'équipe de chemin de fer de l'Angola. Petro Atlético, c'est ça. Quand vous allez en Algérie, l'équipe des gaziers là, là où il y avait l'Almas, j'oublie le nom, c'était également le pétrole. Donc, financer le sport, c'est simplement une question de volonté politique assise sur des bonnes propositions. Vous, qu'est-ce que vous proposez en tant que tel? Je pense que c'est ça. Pour le sport. Maintenant, on a découvert des ressources énergétiques. Non, il ne faut pas aller jusque-là, parce que les ressources... Non, vous savez, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que si vous demandez à un sportif de prendre sa part du gâteau, je vais sanctionner la santé, je vais sanctionner l'école pour financer le sport. N'est-ce pas? Un homme politique, oui. Mais en fait, je vous ai dit que je suis arrivé aujourd'hui à l'âge canonique. C'est un ensemble de priorités. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ce que nous devons faire, il faut que l'on sache qu'est-ce qu'il nous faut pour financer d'abord, le développement du sport de masse, financer les infrastructures, financer la formation, financer les compétitions internationales et leur préparation sur une plage de 5 à 10 ans. Si on sait que de 2017 à 2022, il faut 100 milliards ou 50 milliards, à partir de ce moment, on dira aux phosphates, aux ICS, on dira aux phosphates de Matam, etc., etc. Voilà ce que le gouvernement veut faire. Mais ce qu'il faut éviter, c'est que quand vous sortez 100 milliards pour les sportifs, alors que les hôpitaux n'ont pas de médicaments, les populations vont réagir. Et pendant le même temps, il faut trouver un juste équilibre dans le financement des secteurs sociaux. Donc moi je pense qu'il faut avoir une clé de répartition et faire le sport. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que pour participer au prestige d'un pays, il n'y a pas de meilleur élément que le sport. Donc ça vaut vraiment qu'on y prête attention. Je n'ai pas encore constaté une tournée en tant que renseignement, puisque vous représentez la communauté de groupe et vous l'incarnez aussi, une tournée pour
aussi qui sont les héritiers du patrimoine des deux. Et concernant justement le sport, on a vu récemment au niveau de la zone 1, zone 2, les navétanes, les violences, les navétanes. Et je ne vous ai pas encore entendu vous exprimer sur ça. Je vais vous dire une chose. Mon assistant le sait. Pour la lutte, le navétane, j'évite de vraiment d'être sous le feu des projecteurs pour éviter vraiment d'être accusé de discrimination. Parce que les jeunes, vous n'habitent pas seulement à Tchedem, à Yakhedjef, à Santiaba, à Ngaraf, à Djeko, à Tchirigne, à Mbakende, etc. Ils habitent à la SECAP. Ils habitent au Parcelles Assainies. La semaine dernière, les Lébous des Parcelles Assainies sont réunis sous sa coordination. Hein? Par contre, ce que je fais... Oui, mais à mais à Méré, il y a le quartier qui s'appelle quartier Lébou. À Gawan, etc. Nous sommes partout. En Casamance, à Cap Skirring. Aux dernières élections législatives, les gens s'étaient étonnés du nombre de voix que j'ai récoltées. Mais qu'est-ce que ça va faire quelque chose? Non, et vous savez, l'explication est simple. Ça également, c'est à noter. L'explication est simple. C'est que les Lébous et les Saint-Louisiens ont été les principaux auxiliaires des comptoirs commerciaux français. Il faut aller chercher l'explication dans l'histoire. Nosoko, Morel-et-Prom, etc. Quand ils sont arrivés ici, quand ils s'installaient, ils prenaient les Lébous qui étaient alphabétisés. Ils allaient à Kaolack. Moi, par exemple, moi, j'ai 4 demi-frères et sœurs qui sont de Kaolack. La famille Aladji Ousmane Kane. Donc, à Saint-Louis, ils prenaient les Saint-Louisiens et les Lébous. Ils allaient avec eux, Dévézé Chomé, Périssac, Buan-Tesser. C'est comme ça qu'on a essaimé un peu dans le truc. Ah, donc, pour répondre, j'évite vraiment d'avoir ce comportement-là parce que, voilà, parce que les jeunes Lébous, ils sont partout, hein, ils sont dans les CECAP. Bon, ça, c'est un. Mais par contre, chaque fois qu'une équipe arrive à un niveau de la compétition et qu'on me sollicite, je les aide. Dans la lutte là, vous n'avez jamais entendu parler de lutteur Lébou? Vous n'en avez jamais entendu parler? Parce que si je dis que je suis pour un lutteur Lébou, les lutteurs sérieux vont être contre moi et le Diola. Donc ça, moi je l'évite. Par contre, si vous prenez les Amanères à Rufisque, moi ma mère est de Dangou. Hein? Bon, mais je peux les aider, mais sans m'afficher. Parce que vous avez des grands chantiers également avec le grand building là. Oui, oui, exactement. On est en train de beaucoup travailler, mais c'est un projet extrêmement costaud. Hein, parce que l'enveloppe, c'est presque 60. C'est moins l'enveloppe financière que tout ce que ça appelle comme approche technique du point de vue de la protection civile. Mais le foncier. Ah non, c'est réglé ça. Alors donc je disais que moi, dans la place que j'occupe, je ne peux même pas dire que qui est la Faral dalle. Je dis que Mme Dia la Faral qui est maire. Mais c'est surtout la communauté Lébou que vous incarnez. Moi, je... Non, vous savez, nous... Non, c'est-à-dire... Non, ils le savent, mais pas dans le sport. Parce que c'est ça qu'il faut éviter. Vous savez, il faut éviter que, par exemple, les Toucouleurs aient des équipes de Toucouleurs. Que les Diola aient des équipes de... Parce que, vous savez, au Sénégal, on a réussi quelque chose d'extraordinaire, mais c'est sur le plan politique. Et personne n'a jamais fait attention. Contrairement à ce que nous avons hérité de la France, au Sénégal, il n'y a pas de députés de région. Quelqu'un dit, je suis député de département. Il y a des députés du Sénégal. Et ça, c'est pour travailler à l'unité nationale. Les gens ne le savent pas. Donc, tous ceux qui ont conscience doivent éviter d'avoir des attitudes comme ça, puis Diakou Toukoulou, Diakou Séré, etc. Alors, je vais vous ajouter pour illustrer tout ça. Je le dis souvent, c'est que vous n'avez jamais entendu, depuis la nuit des temps, ici à Dakar, que les Lébous sont en train de se battre contre les Toukoulous, que les Lébous sont en train de se battre contre les Peuls ou les Sorciers. Mais par contre, dans les autres régions, vous le sentez. La seule fois où ça a failli se passer, moi j'étais jeune, j'étais enfant, c'était, je crois, entre 1956 et 1957, alors que les tirailleurs Moussi cantonnaient au quartier Ndondi. Le quartier Ndondi, c'est l'emplacement actuel du lycée Kennedy. Ça s'appelait le quartier Ndondi. Bon. En fait, la rumeur courait que les Moussi se transformaient en chats gris le soir et mangeaient les enfants. Alors, le grand sérigne de Dakar, El Hadji Ibrahima Diop, qui est le grand-père de Mme Adama Gueye, mais il a appelé tous les griots, les batteurs de Tam-Tam, en leur disant, faites le tour de la ville et dites aux gens que si un seul Dakar à Lébou touche à un cheveu de Moussi, je le tue. On est arrivé à ça. Donc c'est pour dire que nous avons cette culture d'ouverture. Et c'est pourquoi, par exemple, nous, particulièrement les Lébous de Djeko et de Khok, c'est là où se trouve la cathédrale. Khok.
C'est là où se trouve la cathédrale. c'est pas. Non, c'est ça qui a éclaté. Parce que Khok, c'est le quartier où les Lébou ont accueilli Mme Aladji Malick Sy. Mme Aladji Malick Sy habitait là où se trouve actuellement le ministère de l'Intérieur. La cathédrale de Dakar, le terrain a été vendu à l'église catholique par la famille Gournarougué de Khok. Et maintenant, Khok a éclaté en Fan Hop et Gueule Tapée. Donc ça fait 3. Sur le plan économique également, je ne pourrais pas vous exprimer si on sait que quand on parle de Lébou, on pense forcément à la mer. Et si on voit toutes les exploitations au niveau à partir de Baï jusqu'à Lufang, il y a des hôtels, l'exploitation de terre. Moi je me demande quelle est l'implication de la collectivité de Lébou, de la communauté de Lébou. Voilà, pour que vous compreniez, le patrimoine Lébou, c'est très facile. Tout ce que vous voyez comme ghetto au plateau, qu'on ne peut pas moderniser, appartient à la collectivité Lébou. Quand vous prenez l'avenue Lamine Gueye, après le marché Sandaga, Décomeuble. Derrière Décomeuble, vous avez le quartier Gouissalan. Personne ne peut le transformer parce que tous ces terrains appartiennent de manière indivise à la collectivité Lébou. Ça n'appartient pas à Abdoulaye Matar. Ça appartient parce qu'il y a un décret de 1929 qui classe les terrains de Toundou comme étant des terrains appartenant à la collectivité Lébou. Quand vous prenez Yakadjouf, c'est-à-dire derrière le service d'hygiène, l'ancien service d'hygiène, là où on vend la quincaillerie, hein, vous voyez tous ces là, ça appartient au Lébou. Tous les commerces qui sont installés payent des locations mensuelles au truc. Quand vous prenez là où il y avait, vous connaissez bien Dakar, la rue Grasland, là où il y avait le cinéma royal, là où on vend les bois là, tous les mois, et même aujourd'hui, la commission d'encaissement y était pour encaisser. Ça, une autre partie appartient au Pentier de Khok. Ils encaissent tous les mois entre 7 et 8 millions. Maintenant, il faut trouver une formule de financement avec des garanties. Et c'est ça qui est le plus difficile. Alors, quand vous allez vers le Grand Théâtre, en face de l'intendance militaire, vous avez le quartier de Kaïfendiou. L'étude qu'il y a entre la rue Tolbiac et l'avenue, ça appartient à la collectivité. Vous voyez? Et le projet de Quai de pêche. Ah non, ça c'est le domaine maritime. Il faut faire la part des choses. Il y a le domaine maritime. Vous avez parlé tantôt de Terubay Sogui. C'est-à-dire on parle toujours de 12 pinches. Mais presque à Dakar, chaque pinch correspond à un rivage. Il m'avait parlé de Koussoum. Voilà. Quand vous prenez Terubay Sogui c'est la plage des gens de Gouissalan, ceux qui sont derrière de Comeuble. Vous habitez là-bas? Oui, j'y habite toujours. Quand vous prenez Koussoum, moi Koussoumba. Wow. Là, vous avez Ndanye. Ndanye, c'est juste en face de l'ambassade du Japon. L'ambassade du Japon. Ici, il fait une condition. Ici. Ouais, oui, l'ambassade, en bas. Ça s'appelle Ndanye. Parce que c'est là où, traditionnellement, à certaines heures et à certains moments, les dignitaires se rencontrent pour régler nos problèmes. Quand vous allez derrière le Cap Manuel, ça s'appelle Koun. Derrière le Cap Manuel, c'est-à-dire le palais de justice. Ça, c'est Koun. Le musée dynamique, c'est le Kirou. Non, là où il y a le Faux Soumbodjoun. Soumbodjoun, là également, c'est lié un peu aux affaires de Baounan. Parce que le quartier de Soumbodjoun, anciennement, se trouvait là où il y a le stade Iba Mar Diop. C'est là où était Soumbodjoun. Ils sont déplacés, le village de pêcheurs s'est déplacé là-bas. Bop, c'était la rivière de Lébou, ça s'appelle Bop Derrié. Pourquoi ça s'appelle Bop? Après, ça s'appelle Sek. Et on parle de République Lébou. Dans l'organisation, on trouve des premiers ministres, une sorte de ministre de l'Intérieur, même un maire indigène, je pense, Mbaye Diagne, etc. Donc, il y a une forme d'organisation originale. Voilà, vous savez, le mot République n'est pas un mot wolof, n'est-ce pas? C'est le constat des Français quand ils sont arrivés, en jetant un regard sur l'organisation de la collectivité, ils ont dit, mais voilà de quoi parle Montesquieu. Ils ont dit, mais en fait, les Lébous sont organisés en république tel que Montesquieu le préconisait, parce que rappelez-vous, quand les Français arrivaient ici, la France était encore un royaume. Ils sont arrivés ici avant 1789. Donc ce ne sont pas les Lébous qui ont dit nous avons une république, ce sont les Français qui ont constaté que cette forme d'organisation matérialisait la théorie de Montesquieu dans la République. Alors pourquoi, comme vous le dites, d'abord la République est basée sur la représentation. Donc c'est un peu ça qui les a inspirés. Mais tout cela a évolué parce que comme elle pose la question, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui c'est
notre principale préoccupation, c'est participer au développement de ce pays. Moi, j'ai dit au président Macky Sall, vous parlez de renouveau urbain. Si vous voulez que le renouveau urbain soit visible, il faut rénover le plateau. Vous avez beau faire Diamniadio, tout ce que vous voulez, tant que le plateau restera comme ça, Dakar ne sera pas urbanisé. Donc, il nous faut trouver... Mais absolument. Aujourd'hui, les bureaux au Sénégal ne répondent pas aux standards internationaux. C'est pourquoi beaucoup de grandes sociétés internationales n'y viennent pas. Les hôtels ne répondent plus aux standards internationaux. Il faut le savoir. Oui. Donc, voilà. Donc, si aujourd'hui, nous voulons être comme une liste de c'est le plateau qu'il faut refaire. Mais alors là, il faudra beaucoup faire de choses. Pourquoi? On parle de la mobilité urbaine dans le centre de Dakar. Les gens n'ont pas touché du doigt l'explication. Vous prenez la Médina. Depuis l'indépendance, ce sont des maisons au maximum à un étage. Maintenant, les gens achètent un terrain, font des immeubles de 10 étages. Chaque étage, 4 appartements. 40 appartements, au moins 30 véhicules. C'est ça la vérité. Vous avez beau faire des routes à péage, c'est à Dakar qu'on ne circule pas. Quand on aura acheté toute la Médina, on a fait des immeubles. Quand on aura fait de tout le plateau de Koloban, plus personne ne circulera. À moins d'obliger les gens à faire des parkings souterrains, et ça, ce ne sera que pour le stationnement. Donc, vous voyez, quand je dis que pour gouverner, il faut prévoir, mais également, il faut prévoir pour gouverner. Tout le problème au niveau du rond-point de Koloban. Mais ça va. Vous savez, regardez un peu comme on vous le dit. C'est le même problème pour l'évacuation des eaux usées. Moi, j'étais directeur général de la SONES, comme vous avez dit. Mais jamais, jusque dans les années 90, la Médina, il n'y avait pas d'inondation. Mais parce que le réseau était dimensionné par rapport aux populations. Maintenant, on a multiplié la population par 10 et les réseaux sont sous-dimensionnés. Même l'université, je pense que vous êtes de la même promotion que l'État nordien. Lorsque vous y allez, c'était 3 000, 4 000 étudiants. Non, c'était... Je pense que la question est importante. Comment vous avez vécu un peu l'affaire du handball? L'affaire du handball? Oui, mais l'affaire du handball, bon, écoutez, moi je pense qu'on a surexploité. La vérité, c'est ça. On a surexploité à cette occasion un dispositif sur lequel on n'a jamais insisté. Ça, c'est la vérité. Toutes les équipes, jusqu'en finale, cette fille de Camara a participé. Il n'y a pas eu de réserve. C'est ça la vérité. Bon, moi, je connais bien le milieu du handball. J'ai été pendant plus de 10 ans président de la fédération. J'ai été commissaire au compte de la Confédération africaine de handball. Je connais le chauvinisme des équipes de cette partie de l'Afrique, de même que leur capacité à corrompre tout le monde. Or, le handball, dans certains pays, a la même aura que le football. En Égypte, en Tunisie, en Algérie, le handball, c'est... Donc, moi, je dis honnêtement, il ne faut pas condamner la fédération. Hein. D'abord, tout dans cette affaire-là doit nous amener à poser le fonctionnement de la Confédération africaine de handball. Comment vous pouvez comprendre qu'en moins de 36 heures, toutes les instances de la Confédération africaine se réunissent, on va saisir la Fédération internationale de handball. Et accepter que ces gens-là, certainement, ont dû faire de la consultation à domicile. Je ne sache pas que la Fédération se réunit en instance officielle, la Fédération internationale, pour statuer. Certains étaient rentrés plus tôt là. Non, je parle même pas là, je parle de la Fédération internationale. Ils les ont saisis. Mais ils ont dû faire de la consultation à domicile. Or, la consultation à domicile est sujette à caution. C'est facile de rester à Lausanne, téléphoner à Ablaye Makhtar Diop, il y a tel dossier, quel est votre avis, téléphoner à Salif, téléphoner à Fall. C'est ça qu'on appelle la consultation à domicile. Au lieu de réunir l'instance qui se prononce. Or, la consultation à domicile, en matière contentieuse, est sujet à caution. Parce que vous ne pouvez pas vérifier qu'Ablaye Makhtar a donné son avis. Et sur ça, mais il faut dire, moi je ne condamne pas je condamne la fédération. C'est ça la vérité. Vous condamnez la CAP? La CAP et la fédération internationale. Ce n'est pas possible. Mais comment la CAP? Et ça, moi je prends mes responsabilités. Hein. Vous me donnez l'occasion d'en parler. Okay. Je ne peux pas comprendre. Moi j'ai été, je vous le répète, alors que Yapo Christophe, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, j'ai été le commissaire au compte de la Confédération. J'ai travaillé à la commission de règlement avec Babacar Ndoye, qui était le président de la commission des arbitres de la Confédération africaine de handball. Je ne vois pas comment une instance comme la Confédération africaine,
après avoir réuni ses propres instances, en première comme en appel, puis saisir la Fédération internationale, qui en moins de 36 heures se réunit pour trancher une telle question. C'est ça qu'il faut poser comme problème, ce n'est pas possible. S'il y a eu de la consultation à domicile, qu'on nous le dise, et qu'on sorte les supports sur lesquels les membres habilités de la Fédération internationale ont donné ce jugement. C'est quand même, c'est trop gros. Et les gens se réveillent, gagnent, et puis c'est terminé. Vous êtes d'accord avec ce que la Fédération internationale, c'est-à-dire aller au bout des processus? Mais il faut y aller, parce que même si on perd la coupe, il faut que les gens sachent qu'il y a des voies de recours qu'on va utiliser. Et puis ensuite, il faut les attaquer, il faut avoir le courage de les attaquer. J'ai dit, c'est des petits fonctionnaires qui font n'importe quoi. C'est la vérité. Alors, on n'a pas parlé. Moi, il faut la question de la Gambie. Il y a une question culture après. La réforme de l'État, l'administration publique. Est-ce que vous pensez qu'elle est sur de bons rails? Vous pensez qu'elle aboutira aux résultats escomptés? Oui, si on part un peu de la démarche du ministre de la fonction publique actuellement, après le séminaire de Diamniadio, où moi, je n'ai pas pu y assister, mais j'ai fait des observations de fond, en leur disant, vous ne pouvez pas parler de la territorialisation des politiques publiques. Vous ne pouvez pas parler des pôles de développement sans associer à la discussion les gouverneurs de région. On m'a répondu que le président de la République les a reçus dans une pièce à côté. J'ai dit c'est différent. Pourquoi? On a parlé de création de pôles de développement. Les pôles doivent être créés et être des institutions par voie réglementaire, arrêté du Premier ministre ou décret du président de la République. Il faut répondre à la question. La deuxième chose, il faut donner la composition des pôles. On a dit par exemple que les régions de Vélingara, de Kolda et de Ziguinchor doivent être un pôle. C'est bien ça. Si vous avez 3 régions, un pôle organisé, qui en est le responsable? Le gouverneur de Ziguinchor, de Kolda ou de Vélingara? Vous ne réglez pas le problème du commandement, ou de l'organisation, ou de la coordination? C'est comme ça. Il faut aller au champ. C'est le problème de fond. Parce que l'idée est bonne. Pourquoi elle est bonne? Parce qu'elle permet de corriger le saucissonnage des régions. Parce que le découpage des régions n'a pas toujours suivi des études monographiques pour régler le problème de la compatibilité, de l'incompatibilité, etc. Soit des activités économiques, des activités culturelles, sociétales, etc. Donc le pôle nous ramener aux régions antérieures, mais qui est le niveau de coordination? Est-ce qu'on doit retourner comme chez Sékou Touré, un ministre de région? Ce serait trop fort. Mais, en fait, je vous dis, parce que simplement pour dire que moi, j'ai beaucoup penché sur la question. Il faut y aller, mais il faut régler, comme je vous dis, ces problèmes-là en même temps. Il faut prendre des textes. Aujourd'hui, nous tous, nous posons la question de savoir, le pôle du centre est constitué de qui? Je ne sais pas. Parce que rappelez-vous que la région de Diourbel n'existait pas, elle était incluse comme cercle dans la région de Louga. Dans l'histoire. Voilà. Alors donc, ça, il serait bien que soit le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur comprenne un arrêté ou un décret en disant, voilà les pôles. Maintenant, quand il y a les pôles, ce sont des pôles économiques. Quel est le niveau de coordination? Il faut le trouver. Ou c'est le gouverneur de la région centre, ou on nomme quelqu'un pour coordonner. À quel service central va-t-on rattacher le pôle? Au moment où on parle de déconcentrer l'administration, quand vous suivez toutes les revendications des enseignants, des gens qui quittent Tambacounda pour venir à la solde, est-ce qu'il n'est pas temps dans la réforme de créer un bureau de la solde à Tambacounda ou pour la région? Est-ce qu'il n'est pas temps de créer une direction régionale des ressources humaines pour éviter que les gens viennent à Dakar pour des histoires d'affectation? C'est ça une réforme pertinente. Donc je crois que c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Le problème, ce n'est pas de dénoncer les principes, c'est une bonne chose, mais il faut trouver des points d'application à ces principes que l'on énonce. Donc moi je pense que quand on parle de déconcentrer l'administration, il faut que la déconcentration ait une base institutionnelle. Ça, il faut le faire. Les pôles, moi je pense que c'est une bonne chose, mais c'est qu'aujourd'hui, moi je n'arrive pas à voir le cadre physique dans lequel évolue le pôle économique, le pôle de développement. Donc moi je pense que le président de la République devait prendre un décret en disant le pôle du centre c'est ça, le pôle de l'Est c'est ça, le pôle du Sud, etc.
Hein? Maintenant qu'on dise, écoutez, les pôles économiques sont rattachés soit au ministère du plan et de la... etc. On trouvera la solution. Donc moi je pense que c'est presque ça qu'il faut remplir. Parce qu'en le faisant maintenant, nous allons passer vers la phase de spécialisation. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez ce que l'on pourrait appeler, si on considère que la région de Dakar est un pôle, la zone maraîchère est coupée en deux. Parce qu'une partie de la zone maraîchère va jusque dans la région de Thiès. N'est-ce pas? Or, la vocation de cette zone est essentiellement maraîchère et horticole. Or, on est en train d'imperméabiliser toute cette zone avec ces villas. De sorte que Dakar, qui était le premier pays exportateur de fleurs dans le monde, a reculé. Avec votre Sénégal, nous étions le premier pays exportateur de fleurs dans le monde. Aujourd'hui, c'est le Kenya. On a imperméabilisé toutes ces zones. De fleurs. Donc, et même donc, c'est tout cela qu'il faut voir. Vous avez parlé de la mer. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle les infortunes de mer, les accidents en mer, les naufrages, mais peuvent être contournés par le développement de l'aquaculture. Mais ce que Wade a fait, c'est de l'aquaculture continentale, mais pas maritime. Comment un pays qui a 700 km de côte ne développe pas une aquaculture maritime? Avec tous les dérivés, hein, pisciculture, créviticulture, etc. C'est dans cette direction qu'il faut aller, parce que nous ne tirons pas profit de la mer. Les gens disent oui, nous sommes agressés, etc., etc. La ressource est pillée par les grandes puissances. D'accord, je condamne tout ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'on trouve comme solution palliative? Il faut développer l'aquaculture en milieu marin. Vous savez qu'aujourd'hui, plus de 35% des crevettes consommées en Europe sont cultivées en aquaculture en Amérique latine. Or, le Sénégal, du point de vue de la rupture des charges, est plus proche de l'Europe. Donc, ouais, moi, je pense que c'est... La réforme de l'administration aujourd'hui, c'est toute une science. C'est toute une science, et c'est des sciences qui s'imbriquent. L'administration, les finances, l'économie. Parce que, comme je vous dis, c'est une question de bon sens. Vous avez des enseignants qui sont à Tambacounda, qui sont à Ziguinchor, qui viennent à Dakar pour un papier de rappel. Est-ce qu'on ne doit pas déconcentrer le service de la solde? C'est comme ça qu'il faut réformer l'administration.